Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Denis Gancel. Bonjour. Bonjour Charline. Tu es président fondateur de W. Conrad Design, donc une agence française de branding, pub, design. On en reparlera. Alors donc au sommaire de l'émission, on va commencer par la séquence David rencontre Goliath où tu vas faire face à une start-up, une jeune société. On va parler de sujets communs. Ensuite, ce sera la séquence en coulisses où on va vraiment revenir sur ton parcours de dirigeant et c'est quoi aujourd'hui d'être à la tête donc, de W. Conrad Design. Et on terminera par la séquence interview chrono qui est une question-réponse très rapide. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation et on peut tout de suite passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, ou alors peut-être les jeunes entreprises innovantes, ce sont les éditions Genepi. Et je suis ravie d'accueillir son cofondateur Joseph Reinhardt. Bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Denis. Bonjour Joseph. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, les éditions Genepi sont connues pour un manuel, j'ai lu, donc qui s'appelle Ras-le-bol. C'est un kit de survie des étudiants. Et alors la légende dit que c'était une blague à la base. Oui, tout à fait. Et je pense que beaucoup de bonnes idées viennent d'une blague. En tout cas, nous, c'était le cas. Il y a 4 ans maintenant, on était jeunes étudiants et dans une bibliothèque avec mon compère Arthur, on se retrouve face à une difficulté majeure, refaire un passeport en peu de temps. Et c'est là en fait on se rend compte qu'il y a diverses astuces pour obtenir un rendez-vous rapidement en prenant sa voiture en 15 minutes plutôt que se rendre à Lyon où nous étions à l'époque. Et c'est de là qu'est née l'aventure. On s'est dit qu'on avait plein de difficultés et qu'il fallait qu'on était tous en fait dans le même bateau. Là, toute notre promo de 400 étudiants, les APL, les mutuelles, on n'y comprenait rien. Et donc, on a essayé de faire l'antidote des galères pour les étudiants. Du coup, on était nous-mêmes concernés. On a créé pour nous et aussi un peu pour les autres. Et c'est ça qui a donné un petit peu le coup d'envoi de notre maison d'édition. On a cherché à être édité parce que c'est prestigieux. Et puis finalement, on a choisi la voie entrepreneuriale. Et aujourd'hui, on en est très fiers. Et ça a donné... donc, on a le petit ras-le-bol aujourd'hui qui a célébré ses 30 000 ventes. Donc, on en est très, très, très contents. Et ça a donné naissance à la première collection du guide de passage de vie. En fait, on s'est rendu compte tout simplement qu'on n'était pas seul étudiant à passer un cap. On a plein d'autres caps dans la vie. Et avoir une réponse positive, joyeuse et claire, donnée en pair à pair, ça peut avoir du sens. Donc voilà ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Bon, Denis, je pense que tu connais, mais alors tu connais parce que vous avez un petit lien quand même de parenté. Oui, nous avons un lien de famille. Effectivement, Joseph est un de mes neveux, mais nous sommes d'une famille nombreuse et je suis très content de retrouver. C'est la première fois que je retrouve Joseph sur un plateau. Et en l'écoutant, j'étais très admiratif parce qu'en fait, il vient de décrire tous les ingrédients d'une très grande marque. Certes, sans doute en devenir, mais elle est déjà avec 30 000 exemplaires. Beaucoup d'éditeurs qui aimeraient tirer et vendre à 30 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'on a pu constater? D'abord, il y a un très beau nom. En venant, je me suis intéressé à ce que c'était que le Genepi. Alors évidemment, tout le monde pense à ce qu'il ne faut pas, le truc avec modération, là, un peu d'alcool. Mais en fait, le Genepi, c'est une fleur qui pousse entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. C'est magnifique parce que le général de Gaulle disait que quand on voulait entreprendre, il fallait gagner les sommets parce que c'était les endroits les moins encombrés. Donc il y a déjà une vision, vous voyez, le potentiel que peut avoir les éditions des Genepi. Ensuite, lancer une maison d'édition en 2023, c'est ça? C'est pas sage. C'est pas sage du tout. C'est une folie. Alors qu'on aurait pu imaginer que Joseph, je crois, tu es centralien, qu'il fonce dans le chat GPT et dans l'IA ou l'AI. Mais non, pas du tout. Il lance une maison d'édition avec des livres imprimés. Et c'est comme la tarte tatin, vous savez, elle se retourne et d'un seul coup, ça fait un succès mondial. Ben là, c'est tout à fait... Ce contre-pied me paraît extraordinaire. Puis troisième point, je ne veux pas être trop long, c'est que Joseph vient de vous administrer une histoire qui est une histoire totalement vraie. D'ailleurs, c'est pas un storytelling qui raconte, hein, c'est l'expression que je déteste. Non, il raconte ce qui s'est passé simplement avec Arthur. Et toutes les histoires de grandes marques ont commencé comme ça. Je vais vous en donner 2 exemples. Jean-Claude Decaux constate qu'on attend le bus quand il pleut, sous la pluie, et rien n'est les personnes, les passagers ou passagères ne sont pas abrités. Et il a le génie d'inventer l'abribus. En plus, c'était gratuit pour les mairies. Mais c'est venu d'une observation du monde. Je pourrais prendre l'inventeur de Monsieur Lewis, du Levis, que nous connaissons tous, avec c'est la ruée vers l'or, et tous les pantalons se déchirent. Et donc tous les ouvriers disent, mais c'est pas possible, il faut inventer quelque chose. Et il invente le rivet,
qui permet au pantalon avec la toile de Gênes et le jean, il invente ce jean qui est devenu un succès mondial. Toutes les marques ont commencé par une observation, un insight, comme on dit en marketing. Et tu l'as pensé comme une marque, toi, ou non, tu voulais juste, voilà, c'était une maison d'édition. Et on a d'abord pensé comme une solution. On a pensé comme une solution. On a tout de suite compris qu'il fallait que ça soit drôle, décalé, parce qu'on est une génération qui lit moins. Et l'objet livre, comme l'a rappelé Denis, il est moins à la mode. Aujourd'hui, on nous a beaucoup dit pourquoi vous n'êtes pas une application mobile, vous êtes jeunes, vous êtes des ingénieurs. Et en fait, non. Nous, on voulait créer un livre, peut-être parce qu'on aimait écrire et que finalement le propos, l'écrit est quand même mieux mis en valeur dans un livre, mais aussi parce qu'on trouve que c'est un objet formidable qu'on a toujours sur soi, toujours posé, qui n'a pas besoin de batterie et qu'on peut feuilleter, passer d'un problème à l'autre. Alors nous, on parle de plein de sujets dans notre premier guide dans 45 chapitres et donc on aime ce saut de puce en traitant des APL et ensuite dire les 3 astuces pour ouvrir une bière sans ouvre-bière. Voilà. Donc petit à petit ça s'est construit et ensuite est venue l'idée de la marque, une marque forte, bien inspirée par Denis et par ces histoires qu'on vient de raconter et donc on a voulu faire appel à un sentiment sur ce premier titre, ras-le-bol, le sentiment qu'on ressent à ce moment-là. Et ensuite est venu le nom de la maison d'édition pour conquérir les sommets et parce que en effet c'est une fleur, le génépi, valeureuse qui malgré la tempête, malgré le froid réussit à pousser et ensuite chacun l'utilise comme il veut plus tard. Toi, tu as écrit des livres. 5 avec mon associé. Alors, est-ce que notamment. tu voudrais pas être édité un jour? Je ne sais pas si je suis à la hauteur, il faudrait que je passe le pitch, je ne sais pas. Et puis, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans la démarche des éditions du Génépi, et de Joseph et d'Arthur, c'est que, évidemment, ils sont jeunes, mais les livres sont faits avec les jeunes. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Je pense qu'on peut-être on y reviendra, Charlie, mais la cause des jeunes est une cause nationale. Malheureusement, les jeunes ne vont pas bien. Les études, de façon unanime, les grands titres des journaux récemment encore sont sur la mauvaise santé mentale des jeunes. Et je pense qu'on devrait faire de la jeunesse lycéenne, la jeunesse étudiante, une cause nationale. Voilà. La jeunesse, c'est l'espérance du monde. Et je trouve que la façon dont les éditions des Génépi conçoivent leurs livres avec les jeunes, c'est pour les jeunes, mais par les jeunes. Donc, ce n'est pas des vieux barbons comme moi qui font les bouquins. Ça se sent quand on lit leurs ouvrages. C'est que ça ne se prend pas au sérieux, mais c'est très sérieux. Et alors, toi, tu viens de sortir, d'ailleurs. Allez, Oui. on peut en parler quand même. On peut en parler, c'est sorti la semaine dernière. C'est Bonjour, le guide de la rentrée en 6e. C'est un livre qui se veut positif, joyeux pour accompagner ce grand cap, un des premiers caps qu'on passe. Et donc, du coup, on est allé à la rencontre des collégiens qui venaient de franchir ce pas, des CM2. On est rentré dans des classes. Si vous n'avez pas encore d'enfants, faites l'expérience, c'est extraordinaire. Il y a une telle énergie qui se dégage. Et comme le disait Denis, moi j'étais très marqué à ce moment-là aussi, parce que la première question que nous a posée un CM2, c'est est-ce que je vais être harcelé en 6e ? Et nous, ça nous a quand même fait un choc. On était totalement à côté de la plaque. Et donc ça montre à quel point déjà il y a un besoin d'accompagnement, là, un besoin de positiver, et aussi là, un besoin d'être au contact du terrain pour construire ces guides, qu'on ne les construise pas en silo de notre côté, parce qu'ils seraient tout simplement pas bons. Voilà. Pas très utile, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de tes livres et cette belle maison d'édition. Merci, et maintenant, Charlie, Merci, Joseph. On va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, tu as commencé ta carrière comme directeur financier d'une radio régionale. Est-ce que tu avais une passion pour les chiffres ou pour la radio ? Plus pour la radio que pour les chiffres. Et mon premier patron m'a rendu un immense service. Après avoir fait, je vais faire le parcours rapide, je me promène dans une forêt. Mon père et mon oncle me disent « tu es fait pour faire l'agro » et me mettent dans une filière scientifique. Résultat, je rate mon bac, 3 en maths, 4 en physique. Je me précipite dans le droit, ça se passe plutôt très bien, j'ai les équivalences, j'essaye de passer les équivalences Sciences Po, et j'échoue, Sciences Po où j'enseigne aujourd'hui, depuis 15 ans, et j'échoue au motif que je faisais trop de musique. Et 15 jours plus tard, je fais l'équivalence pour le MBA d'HEC, et on me dit, vous faites beaucoup de musique. Je rends hommage à Véronique de Chanterac, qui, à ce moment-là, sourit et dit, on trouve ça formidable à HEC que vous fassiez de la musique. À tel point que je suis arrivé avec mon piano à HEC. Et là, j'ai été débauché par mon premier patron, qui est le même que celui d'Aurélie,
bien connu dans votre maison, Alouette FM, et qui, au bout d'1 an, me dit tu es fait pour être juriste et financier comme nous, être archevêque, tu es trop créatif. Et là, je m'effondre en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai fait plus de 6 ans d'études. Et en fait, ils m'ont rendu un immense service puisque je suis rentré à Paris. Et là, par les hasards de la rencontre, mais comme j'ai la foi, je ne crois pas beaucoup au hasard, je rencontre Michel Giraud, président de la région Île-de-France, et qui me confie la direction de la communication de la région Île-de-France. Voilà. Et là, rebondissement, je m'aperçois très vite, je fais travailler toutes les agences de communication de Paris, donc je les observe, je les écoute puisque je fais des appels d'offres. Et en fait, je brûle d'envie de faire leur métier, donc de passer de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Et sans doute, je me dis, il y a un patron qui me dit que tu es beaucoup plus fait pour faire que faire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est comme ça que je rencontre mon associé d'aujourd'hui, Gilles Deleuris, avec qui nous travaillons depuis plus de 25 ans. Voilà, ça fait 30 ans que nous nous connaissons. Il était chez BDDP en même temps que moi. Et on s'est retrouvés sur les valeurs du branding et du design jusqu'à créer notre entreprise en novembre 97. 17, ouais, donc cette agence, donc WNC, enfin alors je ne sais pas si tu W. W et compagnie, qui devient depuis quelque temps W Conrad Design. Voilà, donc c'est avec ce fameux Gilles, donc tu disais plus de 25 ans. Comment est-ce que d'ailleurs tu pourrais décrire le lien avec ce fameux Gilles? Une fraternité professionnelle unique, je n'en ai pas d'autre. Voilà, c'est une rencontre formidable. J'ai écrit beaucoup, là, d'ailleurs, sur notre association. J'ai écrit un texte qui s'appelle Associé à vie ou Associé pour la vie, où on commence par s'observer, on commence par beaucoup s'engueuler, ce qui a été notre cas. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que d'abord, il y avait un talent inimaginable, une qualité humaine extraordinaire, des valeurs d'intégrité exceptionnelles, une puissance de travail formidable. Et nous sommes partis aux États-Unis en 1996 pour faire un voyage d'études sur, on n'appelait pas ça le digital, on appelait ça Internet, et notamment le retail. Et en rentrant, ayant observé beaucoup d'entrepreneurs qui, comme Daniel Habitant, Grand Optical, François Lemarchand, Nature et Découverte, etc., tout très simplement, on s'est dit, nous, on veut faire comme eux. Alors évidemment, on n'a pas fait comme eux, mais on a fait le business plan en rentrant dans l'avion, business plan que j'ai gardé dans mon bureau, que je ressors tous les 5 ans, comme une relique. Et puis voilà, les petits cochons ne nous ont pas mangé, on a démarré à 3, et ce sont des moments magnifiques. Et vous rejoignez en fait rapidement quand même, début des années 2000, le groupe Havas. Oui, parce qu'il nous arrive quelque chose que nous n'avions pas prévu, c'est qu'en fait, nous avons fait en 18 mois ce qu'on espérait faire en 10 ans. Donc un décollage vertical qui nous prend de court. C'est-à-dire qu'en fait, on est euphorique, on est en retard à peu près de 20 recrutements. Nous sommes dans les années 2000. Tout Paris veut nous racheter. Donc on est invité dans les très grands restaurants, pas très loin de vos studios. Et à chaque fois, on dit, mais nous, laissez-nous le temps de respirer, puis de profiter de notre... voilà. Et en fait, deuxième surprise, c'est qu'on pensait travailler pour des petits clients, puisque nous étions start-up. Or, on travaillait pour la moitié du CAC 40. On ne sait pas pourquoi, notamment Total, puisque nous avons accompagné Total dans Total Fina, Total Fina Elf, Suez Lyonnais des Eaux, avec des fidélités de clients qui nous ont contactés, qu'on a peut-être très bien servi, et qui ont trouvé dans le positionnement de W, qui était un positionnement centré sur la marque, qui était très en avance sur ce qui allait se passer plus tard, c'est-à-dire la marque actif immatérielle, créatrice de valeur, levier de transformation. Nous avons écrit tout ça et mis en œuvre tout ça très tôt. Et du coup, on a eu une difficulté, c'est que, et en consultant nos clients, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes plutôt bien, c'était avec des mots aimables, mais la question c'était, vous manquez de puissance, notamment à l'international, il faudrait que vous soyez adossé par un réseau international, et c'est là où on a une offre très win-win, comme on dit dans le business, avec Havas, qui était déjà un groupe entrepreneurial, qui a su reconnaître en nous la culture entrepreneuriale, en disant, écoutez, nous, on vous fout la paix, à la différence notamment des Américains qui voulaient absolument nous mettre dans des cases avec du reporting dans tous les coins, et en développer votre concept, ce que Havas a parfaitement fait. Vous gardez un montant de capital significatif pour que vous soyez toujours aux manettes et que vous puissiez vous opposer, si jamais, aux décisions structurelles. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que nous sommes adossés et associés avec bonheur avec Havas. Alors j'ai lu, vous avez signé beaucoup de marques, là tu as parlé du CAC 40. Et je sais, alors c'est dans les jours que une signature qui a marqué profondément cette boîte, c'est celle de la SNCF.
Pourquoi cette signature en particulier de ce contrat de la SNCF? Alors, nous n'avions pas le contrat de la SNCF. C'est un contrat qui a été remporté par BDDP, qui était notre agence précédente. Et la saga de la SNCF était magnifique. Pourquoi? Parce que BDDP était l'agence emblématique de la SNCF et qui avait à faire concurrence, devait subir la concurrence de l'avion. Et donc la première signature, c'était le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et c'est très intéressant votre question, Charlie, parce que on s'aperçoit, peut-être on y reviendra, c'est que la notion de progrès aujourd'hui est interrogée. C'est quoi le progrès aujourd'hui en 2024? Et cette signature, en fait, elle était totalement visionnaire. Parce qu'on pourrait dire et affirmer aujourd'hui que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on reprend à notre compte au moment du lancement que nous avons fait il y a quelques semaines. Donc, on est dans l'actualité du réseau Conran Design, qui est un réseau international de branding et de design au sein d'Avas, qui est un formidable réseau avec des références magnifiques, avec plus de 200 collaborateurs et donc une sorte d'aspiration. On a voulu l'ancrer sur une idée, c'est que le design inspire le progrès, mais pas n'importe quel progrès. Un progrès qui doit être partagé par tous. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi comme marraine Charlotte de Villemorin, qui est une personne porteuse de handicap, qui a 34 ans et qui se bat avec cette phrase qu'on trouve formidable et tragique en même temps, qui dit à quoi ça sert d'aller sur Mars si des gens comme moi ne peuvent pas aller au coin de la rue. Voilà. Donc on a décidé de l'aider à mener son combat qui est de construire, de concevoir avec des constructeurs un véhicule 100% électrique, 100% dédié aux personnes fragiles et des personnes en fauteuil. Alors, il y a aussi une date importante, c'est donc avril 2020, parce que votre agence, elle est choisie donc, pour accompagner le comité d'organisation des Jeux Olympiques, donc pour des missions de stratégie de marque et de création graphique. Et donc, vous avez notamment participé à la création de la fameuse mascotte qu'on voit partout. Quand vous apprenez cette nouvelle, tu vois, toi et ton associé, c'est quoi un petit peu la réaction et le plan d'attaque, quoi? On commence. Alors d'abord, on apprend cette nouvelle en plein Covid, puisque nous sommes fin mars 2020 et nous sommes chez nous, et donc tout ça se passe par écran, et nous faisons un pot par écran interposé pour fêter cette grande nouvelle. Les agences célèbrent, un peu comme les footballeurs, on aime à célébrer parce que le métier est difficile. Vous savez qu'on perd plus que l'on gagne, mais alors quand on gagne, on lâche l'énergie. Évidemment, là, on était extrêmement bouleversés, extrêmement émus, parce qu'on savait que de 2020 à 2024, ça allait être un sujet très structurant. Je voudrais préciser une chose, c'est que nous n'avons pas conçu l'emblème des JO. Nous sommes intervenus après, au terme d'un appel d'offres, et là, on a développé ce qu'on appelle le territoire, the look of the game, et la mascotte, les pictos des sports. Il y en a près de 70, si je me souviens bien. Et là, c'était un moment magnifique. D'abord parce que travailler pour cette structure de Paris 2024 qui se mettait en place avec une extrême exigence design. Et Gilles le dirait mieux que moi, mais c'est un rêve de designer de travailler pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de marque plus emblématique, plus mondiale, plus joyeuse, plus festive. Voilà, les Jeux Olympiques, d'ailleurs, on peut revenir au sujet précédent par rapport aux jeunes. Il faut savoir que les Jeux Olympiques ont été créés pour sauver la santé mentale des jeunes au début du XXe siècle. Parce que les jeunes travaillaient très tôt, à 12 ans, travaillaient dans les mines, et il n'y avait aucune heure de sport, rien pour les jeunes. Et le baron de Coubertin et d'autres ont décidé de créer un événement pour s'occuper de la santé physique et mentale des jeunes. Vous faites souvent passer, toi particulièrement, des messages sur la jeunesse. C'est quoi derrière? C'est parce que tu es inquiet pour les générations futures? Tu penses qu'elles sont trop pessimistes? Elles vont vivre dans un monde qui ne va pas être terrible? Oui, je suis inquiet d'abord parce que à titre privé, j'ai créé une initiative il y a 20 ans qui s'occupe d'adolescents. Donc je suis touché par le fait que je vois leurs questionnements. Je les rencontre, pas toutes les semaines, mais plusieurs fois, enfin 10 à 12 fois dans l'année. Et donc on échange là-dessus, parce que je vois les études qui sont alarmistes, avec des tabous, qui est bien entendu le tabou de la drogue, le tabou des écrans, le tabou des bullies dont on parlait tout à l'heure. Le bully, c'est le harcèlement à l'école. Nous avons été l'agence de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale pendant 5 ans. Nous avons fait les premières campagnes de lutte contre le harcèlement. C'était des campagnes, le président de la République était Nicolas Sarkozy à l'époque, et là on a pris la mesure. On a pris la mesure de ce qui se passait. Moi, je peux le confier, je rencontre énormément de gens, mes clients, et ils sont tous inquiets pour en fait leurs enfants. Alors il y en a qui vont très bien, merci, mais il y en a qui vont pas bien, et il y en a beaucoup qui vont pas bien, et je suis très préoccupé par le fait que les médias
j'allais dire, ont une responsabilité véhiculant du catastrophisme toute la journée. Et en fait, les jeunes nous interpellent en disant mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Voilà, qu'est-ce que vous faites alors? Et puis par ailleurs, je suis père de famille de 3 enfants et donc voilà, j'ai une petite expérience. Alors j'ai vu qu'il y a plein de sujets que tu évoques, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a différentes prises de parole. Je vois aussi que tu évoques de temps en temps ton rapport à la religion, ce qui est pas très commun pour les patrons. Est-ce que c'est délicat de parler de ce sujet ou pas en entreprise? C'est encore trop tabou pour toi ou pas? Alors, oui, c'est la première fois d'ailleurs qu'on me pose cette question et que j'en parle dans un média, parce que je n'en ai jamais parlé. Évidemment, c'est très constitutif de ma petite personne. Et effectivement, j'ai la foi, mais je n'en fais en aucun cas un étendard. C'est-à-dire que c'est une affaire personnelle, mais je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas parce que, d'abord, je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais et que ça conditionne mon rapport en particulier à l'entreprise, aux autres et mon rapport à la créativité. Puisque, effectivement, j'ai une vision, par exemple, de la créativité. Je réfléchissais à ça en venant vous rejoindre. Je viens de terminer le livre de Raphaël Enthoven qui s'appelle « L'esprit artificiel », qui est un dernier chapitre que je recommande à tout le monde sur la candeur. En disant l'intelligence artificielle ne sera jamais philosophe. Vous savez qu'il a eu 20 sur 20 sur la copie alors que l'IA a eu pratiquement 0 et que on pourra peut-être parler d'intelligence artificielle après, mais pour revenir à votre question, j'ai adoré ce terme de candeur. Il dit attention, la candeur, c'est pas la naïveté, mais la candeur, c'est d'avoir un accusé-réception de ce qui nous est donné. Et je vais vous citer la phrase d'un dernier grand philosophe qui dit hier, c'est de l'histoire et du passé, demain, c'est du rêve, aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on appelle le présent. Et ça, c'est Kung Fu Panda. Voilà. Kung Fu Panda dit ça. Et cette phrase est magnifique. Et donc, moi, j'essaye d'avancer dans la vie avec cette reconnaissance. Voilà, cette gratitude. Alors, tu parles d'intelligence artificielle. Je me suis demandé, de toute façon, en préparant l'émission, quand le chat GPT arrive fin 2022, voilà, qu'est-ce que toi, comment tu réagis? Bon, j'imagine comme beaucoup, tu testes, mais est-ce que tu commences à avoir peur, tu te dis pour tes équipes, ou au contraire, non, tu dis ça va être super, c'est un super outil de création, d'aide à la créativité? C'est très ambivalent. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire ici à plusieurs reprises. La première chose, c'est que il ne faut pas avoir peur et qu'il y a eu plein d'innovations technologiques. Je me souviens quand Gilles Deléris, mon associé, a amené le premier Mac dans la création de l'agence dans laquelle nous étions. Tous ses camarades le regardaient avec méfiance en disant mais qu'est-ce qu'il va faire avec un Macintosh? Et donc Gilles et moi sommes plutôt en pointe et plutôt on se réjouit de ces innovations sous réserve qu'elles en soient vraiment et qu'on essaye de bien les comprendre. Et comme tu dis Charlie, c'est pas un sujet de connaissance, c'est un sujet de pratique. Il faut être pratiquant. Donc évidemment, à l'agence, nous avons une cellule spéciale qui travaille sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que c'est un gain de productivité considérable et donc formidable pour notre business. Vous savez, tu sais qu'on fait un métier à compétition. D'ailleurs, je repasse un message par rapport au caractère totalement déraisonnable de la multiplication des consultations dans notre métier qui trahit une défiance et qui met à genoux nos business models. Voilà, nous sommes, contrairement à ce que les gens pensent, des business models fragiles et people business, c'est-à-dire qu'on paye des gens tous les mois et les consultations nous coûtent beaucoup trop cher. Mais l'IA va, pour partie, résoudre ce problème et donc on est plutôt très content. Voilà, donc c'est une avancée, c'est une accélération, ça va être formidable. En revanche, il y a un malentendu sur la chose, c'est que, tu sais, Coluche disait, les types, ils arrivent, ils te vendent de l'intelligence, ils en ont même pas un échantillon sur eux. Là, c'est la même chose, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Parce que tu sais que c'est une mauvaise traduction du mot intelligence. C'est que les Français ont traduit intelligence, qui veut dire data en réalité. Donc c'est de la data artificielle. Il n'y a pas d'intelligence. C'est ce que dit très bien Enthoven dans son livre. Il faut vraiment le lire, parce qu'il est un peu à rebours par rapport à l'effet de mode sur l'IA. Mais il n'y a pas d'intelligence. Il y a une base de données mondiale qui est plutôt anglo-saxonne, compte tenu de ceux qui l'alimentent et du corpus dont il est question. Donc il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être contre, évidemment, parce que c'est une avancée formidable, notamment en matière de productivité, mais nos métiers en particulier, et je rejoins Joseph Reinhardt tout à l'heure, vont muter vers des métiers d'éditeur. Et qu'est-ce que c'est un éditeur? C'est celui qui prend des risques et fait des choix. Et donc, bien entendu, que nous allons évoluer avec l'IA.
Et alors, autre sujet aussi, même autre passion que tu as, c'est la musique. Et d'ailleurs, tu as pu nous ramener ton dernier disque. Oui. Ça, c'est rare. C'est Ainsi pas de que suite. je montre un disque, voilà, là, Merci. ici. Merci. Donc, ainsi de suite. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs, justement, entre un chef d'entreprise, comme tu es, et peut-être voilà, un chef d'orchestre, quelqu'un dans un groupe? Oui, Charlie, merci d'abord encore de cette question. Je vais te parler de l'âme. Alors non pas pour parler religion, mais pour parler de ce petit bout de bois qui est dans tous les instruments à cordes et qui relie la table supérieure et la table inférieure. Ce petit bout de morceau de bois qu'on ne voit pas, il faut passer à travers les éclisses pour le voir ou la voir, permet à l'instrument de vibrer. Et le point commun avec la musique et l'entreprise, moi j'ai la passion de l'œuvre collective, j'ai adoré faire de la musique de chambre en famille, hein, puisque nous sommes 7 enfants, j'ai adoré voilà, créer une entreprise, et ce qui est très important pour un chef d'entreprise, c'est de s'assurer que l'entreprise sonne. Voilà. Et dans toute entreprise, il y a une âme, et pas simplement l'âme au sens spirituel, mais l'âme. Qu'est-ce qui vibre dans l'entreprise? Et quand on est dans une entreprise de service, qui est notre cas, ce sont les personnes qui vibrent. Et donc il faut faire sonner les personnes, il faut les mettre à la bonne place. Vous déplacez l'âme d'un violon, le violon ne sonne plus. Voilà. Donc c'est très important moi je dis souvent, toutes les grandes marques sonnent. Et parfois elles sonnent faux. Parfois elles ne sonnent pas juste. Parfois il y a des dirigeants d'entreprise qui ne savent pas faire sonner leur entreprise et leur marque. Voilà. Et donc il faut écouter. Moi, mon boulot, c'est beaucoup plus d'écouter que de parler. Et comme un accordeur, je me balade en disant, c'est pas tout à fait juste. Le La, vous savez qu'il y a des vibrations à 440, 442, 444, c'est pas la même chose, c'est pas la même fréquence. Eh bien, il y a des entreprises, et j'adore faire ça, c'est d'arriver dans des marques, grandes, petites, moyennes, peu importe, en disant, regardons si elles sonnent. Merci pour la démonstration. Et on va pouvoir passer maintenant à l'interview chrono. Question très difficile. Qui est ton musicien préféré? Bill Evans. Alors, tu joues du piano, mais quel autre instrument aimerais-tu jouer? Violoncelle. Le dernier livre que tu as lu, c'est donc? Alors, j'en lis plusieurs en même temps. Je viens de terminer l'esprit artificiel et je lis la technopolitique. Voilà. Très bien. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn. Alors, est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire? Charlotte de Villemorin, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Est-ce qu'il y a une marque avec laquelle tu rêverais de travailler? Alors, tu as parlé des JO, mais est-ce qu'il y en aurait une autre? C'est une bonne question. Si ça te revient après. Oui, il y en a tellement. Non, mais la vérité, c'est qu'il y en a tellement. Alors, je vais passer à l'autre. Quelle application tu utilises le plus? Trendline. Ah, tes dernières vacances? Le Pays Basque. Est-ce qu'il y a un très très bon souvenir que tu as eu dans ta carrière, alors que ce soit aujourd'hui dans cette agence ou avant, vraiment quelque chose qui t'a marqué? Oui, quand on a gagné le budget Roland-Garros, on a parlé des Jeux Olympiques, c'est toujours du sport. Et là, je suis très heureux, et peut-être que Gilles viendra vous en parler ici, puisqu'on va inaugurer le nouveau mobilier des chaises d'arbitre et des joueurs pour Roland-Garros, là, lors de la prochaine édition. Je pense que le Roland-Garros va communiquer abondamment sur ce sujet. On est très fiers de ça, mais notre collaboration avec la Fédération française de tennis et Roland-Garros remonte à plus de 7-8 ans. Et je me souviens, nous avons sorti les raquettes, les balles, et dans l'agence, on a transformé l'agence en magnifique court de tennis. Et puis le travail fait sur Roland-Garros et toute la rénovation de Roland-Garros est un travail inouï. On ira voir tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Charlie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.